Bien, je crois que je vais utiliser ça pour pas devoir crier. Bon, ben d'abord, bonjour à tous. Donc, j'ai failli arriver en retard à cause des trains de nouveau. Cette fois-ci, je suis arrivé. Euh, voilà, je vais vous parler du problème de la biodiversité, mais plus particulièrement de ses conséquences. Parce que vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur les extinctions d'espèces, etc. Et je crois que pour moi, le sujet principal, c'est de savoir quelles vont être les conséquences de tout ça, plutôt que de quantifier de façon très précise combien d'espèces disparaissent chaque jour. Malheureusement, il y a beaucoup d'extinctions qui sont prévues. Donc, voilà, moi, je vais d'abord faire une petite introduction sur ce que c'est la biodiversité pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet. Et puis, je vais plutôt aborder les conséquences. Voilà, est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche. Oh, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, je ne parviens pas à faire avancer les dias. C'est quand même pratique de voir ça. Je vais bien en faire. Non. Non, je suis morte. Ah, ce qu'il y a, c'est que ça n'avance pas là-dessus. Ah, comme ça. Ah, ça marche. Bien, on dirait que ça remarche. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la biodiversité? C'est un terme assez abstrait finalement. Hein. Ça représente beaucoup de choses. C'est la diversité du vivant sous toutes ses formes. Et donc, c'est d'abord beaucoup d'espèces, des millions d'espèces. Et en fait, peut-être ne le savez-vous pas, mais on ne connaît pas le nombre de millions d'espèces qu'il y a sur Terre. On en a dénombré environ 1,5 million, pour sûr, hein, qui ont des noms scientifiques, les fameux noms latins de Linné. Mais on imagine qu'il y en a au moins une dizaine de millions, si pas plus. Et les estimations varient pas mal selon les groupes taxonomiques. Donc, c'est de ça qu'on parle en général quand on parle de biodiversité, ce sont les espèces. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi toute la diversité de gènes, de physiologie, des comportements. Donc, ça intervient à différents niveaux qui peuvent être plus importants que les espèces en tant que telles. Les espèces ne sont jamais que des assemblages particuliers de gènes et de comportements. Ça veut dire aussi une multitude d'interactions écologiques diversifiées. Alors ça, c'est plus difficile à quantifier, mais c'est tout aussi important. Quand une espèce disparaît, en général, il y a d'autres espèces qui sont menacées d'extinction suite à la disparition d'une espèce, parce qu'elles en dépendent d'une façon ou d'une autre. Une très grande variété d'écosystèmes également, les écosystèmes marins, terrestres, enfin, il y a toute une classification de petits écosystèmes. Donc, c'est tout ça, là, ce dont on parle, cette biodiversité, bien que je vais surtout parler des espèces, parce que c'est la chose qu'on connaît le mieux. Il y a des définitions scientifiques mieux établies. Et cette biodiversité, qui est le résultat de plus de 3 milliards d'années d'évolution, est aujourd'hui très sérieusement menacée. Alors ça, voilà, ça peut être représenté sous cette forme-là. C'est pour vous représenter sur des temps longs quelle a été l'évolution de la biodiversité depuis ses débuts. C'est très schématique. Hein. Donc on part du Cambrien, là, au moment où il y a eu l'explosion de la vie. La vie est bien plus ancienne que ça. Hein. Avant, il y avait essentiellement des micro-organismes. Et puis au moment du Cambrien, il y a 600 millions d'années, est apparue la vie multicellulaire. Donc, le genre de choses que nous sommes. Et à ce moment-là, il y a une grande diversification avec la largeur là, des barres vous montre un peu l'étendue de cette diversité. Donc, il y a une grosse diversification, mais périodiquement, pas de façon régulière, il y a eu des extinctions dites de masse. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu un phénomène catastrophique qui a fait disparaître une grande partie des espèces existantes. Donc, le dernier exemple, c'est la fameuse extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Ça n'a pas été la plus grave. Hein. La plus grave, ça a été, on ne le voit pas trop sur le graphique d'ailleurs, c'est celle du Permien.
voilà, il y a 250 millions d'années, où environ 95% des espèces existantes ont disparu. Donc, ça arrive régulièrement, et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous serions entrés dans une 6e vague d'extinction de masse. Et on peut le voir à l'aide de données comparatives. Si on compare les taux d'extinction sur une échelle logarithmique ici, ceci, c'est le taux d'extinction de base, peu importe les chiffres, hein, ce sont des, en fait, c'est calculé par milliers d'années et 1000 espèces. Donc, ça veut dire en fait que le 1, ça représente une probabilité d'1 millionième pour une espèce de disparaître chaque année. Bon. Là, peu importe la signification précise de ces chiffres, mais vous voyez que le niveau qui est classique qu'on trouve dans les données fossiles se trouve ici. Ça, c'est aujourd'hui, ce sont les derniers siècles. En fait, ce n'est pas aujourd'hui, ce sont les siècles passés. On voit qu'on est à peu près 100 à 1000 fois au-dessus. Hein, puisque vous voyez l'échelle, ça multiplie chaque fois par 10. Et puis ça, c'est ce qui est projeté pour ce siècle-ci. Donc, on est dans l'ordre de plus de 10 000 fois plus le taux de base. Donc, on commence à entrer effectivement dans le domaine des extinctions de masse. Hein. Si ça se passe réellement, on aura vraiment des grandes quantités d'espèces qui vont disparaître. Bon, l'IPBES parle d'1 million d'espèces, mais ce sont des estimations assez grossières. Hein. C'est un ordre de grandeur. Ça ferait 10% du nombre d'espèces qui existent sur Terre. Probablement que si on continue, ce sera plus que ça. Alors, le gros problème, c'est qu'une extinction de masse est un phénomène irréversible. Donc, bien plus que le changement climatique. Le changement climatique, c'est très long, mais là, les phénomènes d'extinction, là, c'est carrément irréversible à notre échelle de temps. D'une part, chaque espèce est un produit unique, hein, d'une histoire très longue, mais si on fait abstraction de chaque espèce, hein, par exemple, supposons que l'espèce humaine disparaisse, ben, il resterait plein d'autres espèces sur Terre. Quand on parle d'extinction de masse, là, c'est vraiment des millions d'espèces qui disparaissent en même temps. Or, si on regarde non plus les espèces individuelles, mais le nombre d'espèces totales, on voit que suite aux extinctions de masse du passé, il faut environ 10 à 40 millions d'années pour retrouver la même diversité qu'avant. Avec des espèces différentes, évidemment, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur des temps impliqués. Donc, dans 10 à 40 millions d'années, je peux vous certifier que nous serons plus là. C'est tout à fait certain. La durée de vie moyenne d'une espèce de mammifère est de l'ordre du million d'années, pas de 10 millions, et nous sommes assez instables, comme on le verra à la fin, et donc on ne tiendra pas aussi longtemps. Donc, ce sera disparu une bonne fois pour toutes. Alors, les causes de cette érosion de la biodiversité sont bien connues aussi, au moins de façon qualitative. On sait que, bon, c'est en anglais là, mais c'est essentiellement, il y a 5 facteurs. Les plus gros, c'est les destructions d'habitat, changement climatique, espèces dites invasives, donc qui sont introduites sur de nouveaux continents, de nouvelles îles, surexploitation des ressources et pollution. Et en fait, la plus importante jusqu'ici, la première, c'est la destruction d'habitat. Donc, quand c'est rouge, ça veut dire que le facteur est vraiment très, très important. Et dans toute une série de systèmes, c'est effectivement le facteur dominant, notamment, on parle beaucoup de la destruction des forêts tropicales. Mais il y a d'autres milieux qui sont menacés par la destruction d'habitat. On parle aussi beaucoup du changement climatique, mais en réalité, la couleur est très loin d'être rouge ici, c'est-à-dire qu'on a très peu d'exemples d'extinction récente due au changement climatique. Et une raison très simple à ça, c'est qu'une extinction, ça prend du temps, et que le changement climatique, il est en plein en train de commencer, en fait. Et donc, ça va prendre du temps avant qu'il ait un impact. Par contre, les flèches vers le haut, quand elles sont tout à fait vers le haut, ça veut dire que c'est en phase d'accélération très rapide, et donc ça veut dire que dans quelques décennies, le changement climatique pourrait bien devenir la première cause des extinctions. Donc ça va se rajouter à la destruction d'habitat qui, malheureusement, ne s'est pas arrêtée ces dernières années. Voilà. Alors, ce qui peut vous frapper, c'est que tous ces facteurs sont des facteurs d'origine humaine.
Et donc, la cause ultime de l'érosion de la biodiversité, c'est évidemment l'impact croissant de l'homme sur la biosphère. Et bon, ben, ça, c'est un petit graphique qui vous rappelle que où on en est pour le moment. On est parti d'une taille de population quand même assez faible, et puis il y a eu vraiment une explosion après la révolution industrielle, et l'explosion qui s'est encore accélérée au cours du XXe siècle. Bon, maintenant, ça tend à se ralentir un tout petit peu, mais pas assez pour arrêter la croissance. Et puis, ce qui est aussi très intéressant à voir, c'est que, en fait, l'explosion de l'activité économique, ici mesurée par le produit mondial brut en dollars constants, va encore beaucoup plus rapidement que l'explosion démographique. Et en fait, l'augmentation de la richesse par individu est plus importante que l'augmentation de la population elle-même. Donc, ça veut dire que, en fait, nos modes de vie changent plus rapidement encore que la démographie. Voilà, ça c'est un peu l'état des lieux qui va me servir de base pour la suite de mon exposé. Maintenant, moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est en quoi faut-il s'en alarmer ou pas, et en quoi ça nous concerne finalement, puisque les espèces ont toujours disparu dans le passé. On estime que plus de 99% des espèces ont déjà disparu dans le passé, donc bon, finalement, pourquoi s'en préoccuper? Et j'aime bien cette petite caricature qui a été publiée il y a quelques années, là, au moment où on a commencé à parler des effets du changement climatique sur la biodiversité. Et donc, c'est une petite caricature dans le Washington Post où on voit l'Américain moyen qui lit ce rapport sur le fait que le changement climatique va causer des extinctions. Et puis, il se demande de combien d'espèces ai-je besoin? Il se pose cette question dans un monde où il n'y a plus que 2 espèces, il y a Burger et McNugget. Et on voit tout de suite, évidemment, que si on en arrive à cette extrémité-là, on risque d'être dans des problèmes très sérieux, d'autant que, j'aime bien la petite note ici en bas de page, McNugget has the flu, donc à l'époque c'était la grippe aviaire, et donc il y en a une des deux qui pourrait très bien être menacée d'extinction en plus. C'est pas le cas, hein, on est très loin de l'extinction des poulets, mais ça peut se passer, bien entendu. Donc là, la question très sérieuse, c'est jusqu'où peut-on aller dans l'érosion de la biodiversité jusqu'à ce que ça ait un impact sérieux. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner une réponse très claire là-dessus, mais je pourrais, en termes quantitatifs, je ne pourrais pas vous dire, voilà, on peut perdre 1 million d'espèces sans problème, ou 5 millions, ou seulement 100. Par contre, je vais vous donner des données de type plus semi-quantitatif qui vont vous montrer que ça n'est pas. Ah, ça n'avance plus. C'est moi qui fais des interférences. Ah, ben oui, mais... Elle sabote. Ah, c'est ça. Je vous sabote. Bon. Donc, alors, il y a plusieurs arguments à avancer pour voir que la biodiversité a un impact sur nous. En fait, on dépend beaucoup plus de la biodiversité qu'on ne le pense. Et la première façon dont on en dépend, c'est de façon très utilitaire. C'est sous forme de produits qu'on utilise quotidiennement. Et bon, ça peut être de la nourriture, des sortes de bois différents, des activités de loisirs. Mais je vais prendre l'exemple des produits pharmaceutiques parce que c'est assez parlant. Donc, on a l'impression qu'on vit dans une société hautement développée, enfin, on vit dans une société hautement développée, mais qui est basée essentiellement sur la chimie et les produits de synthèse. Et c'est vrai dans une large mesure, mais en fait, quand on regarde globalement à l'échelle du monde, on se rend compte qu'il y a encore 25 000 espèces de plantes qui sont utilisées à des fins médicinales. Évidemment, c'est plus dans les pays en voie de développement qu'ici, mais ces gens dépendent encore de ces plantes. Et puis surtout, si on regarde, même dans les pays développés, les nouveaux médicaments qui sont créés, et notamment les anti-infectieux et les médicaments contre le cancer, 3/4 de ces médicaments, en fait, proviennent de découvertes à partir de produits
naturelle. Donc on découvre tout à fait par hasard, en explorant une forêt, par exemple, en Amazonie, voilà, sans qu'on se soit douté du tout des impacts possibles. Donc ça veut dire que, évidemment, après, on peut copier les molécules et puis faire de la synthèse, mais en termes de découverte de nouveaux médicaments, on est très fortement dépendant de la biodiversité. Et c'est logique, puisque nous avons évolué dans un monde où il y avait cette diversité, c'est logique qu'on trouve des molécules qui nous intéressent autour de nous. Mais par contre, on ne réussit pas à les fabriquer nous-mêmes, c'est-à-dire à les inventer. On peut les fabriquer une fois qu'on les connaît, mais pas avant. Alors, deuxième type de facteur bien différent, c'est tout ce qui concerne les valeurs culturelles, esthétiques, éthiques, éducatives, etc. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, ça devient de plus en plus important au fur et à mesure qu'on artificialise notre milieu ambiant. C'est pas pour rien que c'est dans les pays développés qu'il y a le plus de personnes qui sont intéressées par la conservation de la biodiversité. C'est parce que il y a ces besoins qui sont là, mais qui sont très difficiles à quantifier, par contre. Donc, je vais en parler moins parce que il y a des économistes qui prétendent mettre des valeurs économiques là-dessus, mais personnellement, je ne suis pas toujours très convaincu sur ces exercices économiques, parce qu'il y a pas mal de débats là-dessus. Il faut savoir que c'est important, mais c'est beaucoup plus difficilement quantifiable. Et puis, il y a une troisième catégorie de raisons, c'est celle sur laquelle je vais m'attarder, c'est que la biodiversité soutient toute une gamme de ce qu'on appelait services écologiques. Je mets entre guillemets parce que j'aime pas trop le terme, c'est un peu comme si la nature était un service. Mais de fait, les écosystèmes naturels, par leur fonctionnement sans aucune intervention humaine, nous procurent des tas de bénéfices intéressants. Par exemple, la fertilité des sols, la régulation des climats, la qualité des eaux, etc. etc. Et donc cette idée a été dans la littérature depuis quelque temps, mais en réalité, quand ça a été proposé, il n'y avait aucune preuve tangible de ce type d'effet. Et pas mal de recherches au cours des dernières décennies ont été consacrées précisément à quantifier ce type d'effet. Alors, comme il n'y avait pas grand-chose de connu, en fait, ce que les gens ont commencé à faire dans les années 90, c'est faire des expériences de ce style-là. Donc, c'est une expérience réalisée aux États-Unis dans une réserve naturelle appelée Cedar Creek, au Minnesota. Et c'est une expérience assez connue. En fait, c'est une expérience de jardinage, quelque part, à grande échelle. Ce qu'on voit là, donc, c'est une photo aérienne de la parcelle expérimentale dans laquelle chaque petit carré, c'est une parcelle dans laquelle on a enlevé toute la végétation existante et on l'a ressemée avec un nombre d'espèces de plantes connues. Alors, chaque petite parcelle ici fait 169 mètres carrés, ce qui fait déjà un jardin important. Donc, vous imaginez le temps, le travail qu'il faut pour s'occuper de maintenir ça en place, parce qu'évidemment, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'enlever les espèces qui n'ont pas été plantées ou semées pour pouvoir avoir un gradient de diversité dans de nombre d'espèces dans leur parcelle. Donc à l'époque, il y avait 70 étudiants qui travaillaient toute l'année sur ces parcelles. On a fait la même chose en Europe. C'était une expérience qui s'est appelée BioDepth, qui est basée sur le même principe. Simplement, les parcelles étaient plus petites, mais réparties sur l'ensemble du continent européen, pour voir si les résultats étaient généraux. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est des résultats assez simples, en fait. C'est que, mais intéressant, parce que ce n'était pas connu à l'époque, c'est que, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre d'espèces de plantes, c'était spécifiquement des plantes, parce que c'est plus facile à manipuler. Au fur et à mesure qu'on augmente le nombre d'espèces de plantes, eh bien, la production annuelle de biomasse augmente à peu près linéairement avec le logarithme, parce que c'est une échelle log ici, hein, on multiplie chaque fois par 2. Ce n'est pas une échelle arithmétique habituelle.
Donc, chaque fois qu'on multiplie le nombre d'espèces par 2, on a un incrément de production annuelle. Ceci dit, ce n'est vrai qu'en moyenne. Donc ça, ce sont les modèles statistiques qui s'ajustent le mieux aux données, mais il y a différents sites avec différents auteurs ici. Et puis c'est assez variable entre parcelles. On a la même chose aux États-Unis, avec en plus un effet de temps, donc c'est-à-dire qu'au cours du temps, cet effet se renforce. Donc ça, c'est intéressant, mais je voulais vous dire 2 mots sur ce que moi je fais là-dedans, parce que moi je suis un théoricien, donc je fais de la modélisation, de la réflexion sur les concepts, etc. On pourrait se demander ce qu'un théoricien pourrait faire là-dedans, parce que ça, il suffit de mettre beaucoup d'étudiants, ramasser plein de données et puis de faire un graphique. Et conceptuellement, c'est pas très compliqué. En réalité, une fois qu'on a récolté toutes ces données, ben, il y a pas mal de débats sur l'interprétation de ces données. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, oui, mais ces augmentations, c'est très bien, c'est valable en moyenne seulement. Donc, si on a la bonne espèce, ben, peut-être qu'en fait, elle va produire autant que lorsqu'on en a 32, enfin, etc. Donc, il y a des tas de débats qui ont commencé sur ce type de données. Donc, moi, ce que je fais, ben, c'est pour dire un peu le genre à quoi sert un peu la théorie et la modélisation. Moi, ce que je fais, c'est des modèles mathématiques. Ça, c'est un schéma qui vous représente un peu ce qui est mis dans le modèle. Et puis, ces modèles nous permettent d'explorer à ce moment-là différents scénarios. Par exemple, il y a des scénarios qui vous montrent que on n'a pas, quand on augmente le nombre d'espèces, on n'a pas nécessairement toujours une augmentation de la productivité. On a des cas où ça peut même diminuer. Donc, il y a des conditions spécifiques dans lesquelles ça se passe. Donc, c'est là que la théorie devient intéressante. Elle fait des prédictions sur les conditions dans lesquelles on devrait trouver ces résultats. C'est utile aussi parce qu'on peut mettre au point des approches quantitatives pour quantifier ces différents types d'effets. Donc, on a fait ça en l'occurrence. Et ce qu'on a trouvé, c'est, moi je ne vous donne pas le détail ici, hein, c'est juste pour vous illustrer l'aspect raisonnement. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que le principal mécanisme qui expliquait l'effet positif de la diversité sur la production, eh bien, c'était la complémentarité de fonctions entre espèces, à savoir, un bon exemple de ça, c'est si vous mélangez une légumineuse avec une graminée. Hein, c'est connu depuis très très longtemps, on a tendance à l'oublier un petit peu, mais c'était déjà connu au Moyen-Âge, et puis c'est connu dans toutes les sociétés pré-industrielles, hein, que si on fait des rotations ou même qu'on fait des mélanges continus entre légumineuses et graminées, la production est plus importante. Pourquoi? Parce que les légumineuses prennent l'azote de l'atmosphère, tandis que les autres plantes ne peuvent utiliser que l'azote du sol. Donc il y a une forme de complémentarité. Ça, c'est un exemple. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est valable pour toutes les espèces à tous les niveaux. Même si on exclut tous les légumes, ça marche encore à l'intérieur des graminées. Ou si on exclut les graminées, ça marche encore à l'intérieur des légumineuses, etc., etc. Et on a essayé comme ça d'éliminer des tas de complémentarités qu'on connaissait déjà et on retrouve toujours une forme de complémentarité derrière. Ça peut être parce que les espèces utilisent différentes périodes de l'année, différentes profondeurs dans le sol, etc., etc. Et plus on cherche et plus on trouve des formes de complémentarité différentes. Voilà. Alors, ce qu'on a trouvé aussi, autre fait intéressant qu'on peut utiliser de façon appliquée, c'est que dans les mêmes expériences, on a pu montrer que ce n'est pas que la production annuelle qui augmente en moyenne, mais sa stabilité augmente aussi. C'est-à-dire si on regarde la variabilité dans le temps, ici, je ne vous explique pas comment c'est calculé, mais c'est une mesure de variabilité de la production de biomasse annuelle. C'est différent parcelles. Et ce qu'on voit, c'est que quand le nombre d'espèces augmente, la tendance, elle n'est pas très forte, mais la tendance est vers une diminution de la variabilité, c'est-à-dire que les mélanges sont plus stables que des monocultures. C'est la même chose aux États-Unis. Et là, de nouveau,
Moi, ce que je fais là-dedans, c'est pas récolter les données, mais c'est essayer de comprendre. Il se fait que, en réalité, la théorie existante en écologie prédisait exactement l'opposé. La théorie prédisait que plus vous avez d'espèces et plus ça devrait être instable, ça devrait varier. Et donc, moi, ce que je fais, c'est essayer de comprendre pourquoi on trouve l'inverse de ce qui était prévu. Et notamment, ce qu'on a pu montrer, c'est que c'est des questions de complémentarité dans le temps, cette fois-ci. Si on a des espèces qui varient exactement toutes de la même façon, ben, il ne se passe rien, il n'y a pas de stabilisation. Mais si les espèces varient de façon différente, elles se compensent les unes des autres et le total fluctue à ce moment-là beaucoup moins. Donc, on a une forme de stabilité qui se crée par le fait que les espèces se comportent de façon différente. Et ça, on a pu montrer que c'était le cas dans les expériences. Et cet aspect stabilité, c'est notamment un bel exemple d'interaction entre théorie et expérimentation en écologie moderne. J'utilise ça pas mal dans les cours que je donne sur le sujet aux étudiants. Donc, on part de données expérimentales. Et puis, ce qu'on fait, c'est on bâtit des modèles mathématiques qui incluent les différents facteurs de variabilité, si possible. Je ne vous explique pas ce que c'est le modèle, hein, mais... Et puis de là, on peut dériver des prédictions sur qu'est-ce que doit être la variabilité de la biomasse totale dans une parcelle. Et on peut commencer à analyser par quel biais la biodiversité peut avoir un effet sur cette prédiction. Et puis on peut utiliser les données existantes pour tester ces différents mécanismes possibles. Et une fois qu'on a défini les mécanismes, on peut aller plus loin, revenir vers l'expérience et refaire une nouvelle expérience pour tester vraiment là, de façon directe, si c'est bien bel et bien le mécanisme qui joue. Et on peut continuer comme ça, évidemment, à l'infini, sauf qu'au bout d'un moment, on se lasse et on passe à une autre question. Mais il est très important de se rendre compte que, en fait, voilà, la théorie en écologie, l'écologie est souvent vue comme des gens qui vont capturer les papillons avec un filet à papillons, là, c'est très simple. Et en réalité, c'est devenu quand même pas mal mathématique aussi, parce que dès qu'on a des données, en fait, il y a des gens qui ont une autre interprétation et qui vous disent non, c'est pas vrai ce que vous racontez, c'est dû à autre chose. Et si on n'a pas la théorie derrière, on ne peut pas démontrer que c'est le bon facteur qui a fait chose. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors, ce qu'on a montré aussi, à l'aide toujours de ce même genre d'expérience, mais avec beaucoup plus d'expériences de même type. Maintenant, il y a des centaines d'expériences de ce type-là qui ont été faites. On a regardé comment la biodiversité pouvait affecter la réaction des communautés végétales aux extrêmes climatiques, c'est-à-dire sécheresse, période de sécheresse intense ou période d'inondation. Et en fait, ce qu'on trouve quand on fait ces analyses, c'est que lorsqu'on augmente le nombre d'espèces, toujours sur une échelle logarithmique ici, on multiplie par 2 chaque fois, la stabilité augmente. Bon, ça c'est le même résultat qu'avant en fait. La stabilité, c'est l'inverse de la variabilité ici. Mais on l'a décomposé en deux de ces composantes, résistance et résilience. Alors, c'est quoi la résistance? La résistance, c'est on a une perturbation et on y résiste, c'est-à-dire qu'on ne varie pas malgré la perturbation. Donc, on maintient la biomasse telle qu'elle est dans le parcelle. La résilience, ça, c'est par contre, une fois qu'on a dévié de la normale, à quelle vitesse on retourne vers l'état dit normal, l'état de départ. Et en fait, quand on regarde la littérature, la plupart des gens pensaient que c'était la résilience qui était importante, c'est-à-dire le retour à la normale, et en fait, c'est pas ça du tout. Ce qui compte, c'est l'effet de la biodiversité se fait surtout sur la résistance, c'est-à-dire que là, on a un effet très systématique, alors que pour la résilience, ça va un peu dans tous les sens. Donc, en fait, ce que permet la biodiversité, c'est d'avoir une gamme de réponses des espèces différentes. Par exemple, il y a des espèces qui résistent très bien à ces fluctuations climatiques, enfin, à une période de sécheresse, d'autres qui résistent bien aux inondations. Donc, celles-là, elles augmentent pendant les périodes de sécheresse ou d'inondation, au détriment d'autres. Et en fait, ça se compense. Et on a de nouveau cet aspect stabilité, mais on voit bien que ce n'est pas le retour à l'équilibre qui importe, c'est vraiment cette gamme de réponses qui vous permet d'éviter en fait les secousses.
Donc ça, c'est intéressant aussi par rapport au changement climatique, c'est-à-dire que la biodiversité est non seulement affectée par le changement climatique, mais elle affecte en retour les effets du changement climatique. Donc, c'est-à-dire qu'elle vous permet de résister aussi aux effets du changement climatique. Voilà, ça c'est quelques exemples de recherches tout à fait fondamentales qui se sont faites au cours des 20 dernières années. Alors maintenant, ce que je voudrais aborder, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue un peu plus appliqué, c'est-à-dire on passe d'une description, oui, oui. Comment vous mesurez la résistance? Alors là, ici, oui, bon, j'explique pas les graphiques en détail ici parce que sinon je prendrais beaucoup de temps, mais en l'occurrence ici, on a mis au point une approche qui est, d'abord, on standardise les données par rapport à l'état normal, hein, donc on a un état de référence. Donc sur plusieurs années, on a des fluctuations autour d'une moyenne. Et puis on a une déviation par rapport à cette moyenne. D'accord? Et on ne prend que les extrêmes. Là. Donc on peut détecter quand il y a des extrêmes par rapport à la distribution normale. Et donc, ce qu'on fait là, c'est mesurer la déviation par rapport à la normale divisée par la valeur de la normale. C'est-à-dire, si on a une productivité, une certaine productivité de 100, par exemple, on diminue jusqu'à 50%, donc on va faire la différence entre 100 et 50 divisé par 100, et ça nous donne une résistance, une mesure de résistance. Bon, après, on prend l'inverse, enfin, il y a des transformations derrière, mais on standardise tout ça pour pouvoir mesurer les différences entre parcelles, même avec des niveaux absolus de productivité très différents. Donc, c'est ramené à un état normal, en fait. Ça répond à la question ou... Non. Non, parce que l'indication, c'est quoi? C'est la production de biomasse, le navigateur de base. Alors, ici, ça, tout dépend de ce qu'on mesure. Ici, ce qu'on mesure, c'est toujours la production de biomasse. C'est les mêmes expériences. OK, donc c'est ça l'indicateur. Alors après, on peut mesurer d'autres choses. Mais en l'occurrence, là, dans toutes ces expériences dont je vous parle, je reste dans les mêmes expériences pour que ça reste homogène. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui ont été mesurées aussi. Donc, ce qu'on mesure toujours, c'est la production de biomasse. Et on regarde si la production de biomasse a changé d'une année sur l'autre et de combien. Et puis, on fait des calculs relatifs par rapport à tout ça. D'accord? Donc, tout ça peut avoir des applications et c'est là qu'intervient le concept de service écologique ou service écosystémique, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, qui a été proposé déjà il y a une trentaine d'années et qui a été beaucoup promu ces dernières années. Et donc, l'idée, c'est que la biodiversité a un impact sur les écosystèmes, c'est ce qu'on vient de voir, mais ces écosystèmes eux-mêmes fournissent une série de services qui sont classés ici sous une certaine forme, qui ont un impact sur le bien-être humain. Alors, en fait, le graphique ici est assez spéculatif, en réalité, c'est pour ça que je n'entre pas dans le détail, mais l'idée est donc tout simplement que on passe de quelque chose de purement descriptif, hein, la science naturelle est très descriptive, hein, on essaye de voir si on change la diversité, est-ce que ça va avoir un impact, mais on ne quantifie pas l'impact en termes économiques ou autres, ou en termes de bénéfices pour l'homme. Là, ça reste très neutre. Là, ici, on passe plus à une application, c'est-à-dire quel peut être l'impact en termes de bénéfices qu'on peut en tirer, notamment en termes de bien-être humain. Ou de production, mais cette fois-ci quantifié éventuellement sur le marché. Alors, bon, il y a eu pas mal de débats sur cette approche service, mais ceci dit, c'est très intéressant de voir que la biodiversité, quand elle affecte les écosystèmes, ça nous affecte indirectement. C'est en fait ça tout le message. Une façon très simple d'appliquer tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est par exemple en termes de production de fourrage. Alors, quand on a une production particulière, on veut produire des patates ou du blé et que ça,
à ce moment-là, la diversité n'est pas très utile parce qu'on va mélanger des espèces qui vont faire des choses différentes. Et si on veut que les patates ou que le blé, ça ne va pas nécessairement nous être très utile. Par contre, si on est un peu indifférent au type d'espèces qu'on utilise, par exemple pour le fourrage, principe, n'importe quelle espèce peut convenir, grosso modo. Il n'y a pas de spécialisation très très forte. On pourrait très bien utiliser les principes qu'on a vus pour la production de fourrage. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle encore, même la production de fourrage, dans laquelle on pourrait laisser en fait des prairies comme ça sans intervention humaine, ce sont surtout des monocultures, ou des cultures avec très très peu d'espèces. Et pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de régions agricoles intensives, c'est comme ça que ça se passe. Et notamment, il y a une étude ici qui a été faite en Grande-Bretagne où ils ont comparé la production, c'est toujours la même mesure, c'est la production de biomasse, sauf que c'est la biomasse sèche cette fois-ci, une fois que toute l'eau est évaporée, ça revient au même. Donc, on voit, ça c'est la production. Bon, alors, au cours des années, ça change parce que c'est une expérience qui a été établie et il faut le temps que les plantes se développent, etc. Mais on voit que, systématiquement, au bout de la deuxième année, on voit que les parcelles riches en espèces produisent plus que les espèces pauvres en espèces. Pauvres en espèces. Et que c'est même, ça a été quantifié économiquement, c'est avantageux d'un point de vue même économique. Or, il se fait qu'en Grande-Bretagne, les parcelles pauvres en espèces, ce sont les parcelles qui sont recommandées par le ministère de l'Agriculture. Vous voyez bien qu'en utilisant les principes de cette expérience de biodiversité, on peut faire beaucoup mieux et avec moins de travail. On peut laisser la nature faire toute seule jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est une application assez directe. Après, il y a d'autres applications qui sont moins évidentes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, mais c'est un bel exemple d'application en termes de culture, cette fois-ci avec un produit unique, à savoir le riz, ici, en Chine, où les mêmes principes peuvent être appliqués à l'intérieur d'une même espèce. C'est-à-dire qu'on peut mélanger des variétés différentes de riz ou utiliser une monoculture. Donc là, on n'est plus au niveau de la diversité des espèces, mais de la diversité génétique à l'intérieur d'une espèce. Eh bien, ça a exactement le même type d'impact. Mais là, ici, c'est pour une raison un peu différente. Donc, ce qu'ils ont fait dans cette expérience, c'est en fait comparer un système d'agriculture moderne dans la région en question. L'agriculture moderne, c'était une seule variété, la plus productive possible. Mais par contre, avec des fongicides et des pesticides qui sont balancés en permanence sur les rizières, par comparaison avec un système plus traditionnel où on a simplement un mélange de variétés différentes. Et là, en l'occurrence, c'est juste 2 variétés. Donc, ce n'est pas une très grande diversité. Et ils regardaient quel était l'impact sur la production. Et en fait, ce qui montre, c'est que c'est surtout l'intervention de maladies qui joue un rôle très important. C'est en l'occurrence la périculariose, bon, un peu compliqué. C'est une maladie qui est très courante pour le riz. Et il se fait que, voilà, ça c'est par exemple la comparaison entre les systèmes de monoculture et les systèmes de culture mélangée. Et vous voyez, ça c'est la sévérité de l'infection par la périculariose. Vous voyez que ça chute de façon tout à fait massive. Et donc, en fait, ils ont conclu cette expérience que l'augmentation de la production était de 89% quand on faisait un mélange. Et simplement à cause de cette... en fait, ce qui se passe là, c'est que ce n'est pas la complémentarité de la façon dont je l'ai présenté. Ce qui se passe, c'est que quand on mélange des variétés de riz différentes, le champignon qui produit cette maladie ne parvient pas à disperser en fait au travers des lignes de l'autre variété. Et donc en fait il est bloqué et sa propagation est très fortement ralentie. Et ça suffit à avoir ces effets massifs. Et l'effet était tellement net que en fait
Donc, c'est une expérience publiée dans une des plus grandes revues scientifiques du monde, la Nature. Ben, ils ont conclu que, en fait, à la fin de l'expérience, l'expérience était tellement réussie qu'ils ont arrêté l'agriculture moderne et ils sont revenus à l'agriculture traditionnelle avec un mélange de variétés. C'est quand même intéressant comme situation. Alors, on commence à avoir de plus en plus de données pour montrer que aussi la biodiversité d'autres espèces peut avoir un impact sur la production agricole. Par exemple, une analyse récente a montré que quand on augmente le nombre de pollinisateurs ou le nombre d'ennemis naturels des herbivores, eh bien, on a une augmentation graduelle de l'effet de la pollinisation ou du contrôle biologique. Et donc, on commence à avoir des données pour montrer que la biodiversité peut avoir d'autres types d'impact. Et à tel point que une étude récente faite en France a quantifié ça de façon économique. Et je trouve ça assez fascinant parce que on balance plein de pesticides, d'herbicides et de fertilisants sur les cultures. Et en fait, tout ça, c'est basé sur des essais en laboratoire. Et personne ne s'est amusé à regarder ce que ça fait réellement sur le terrain. C'est quand même assez extraordinaire. Et eux, ils ont été regardés à l'aide de... Ils ont convaincu les paysans locaux, les fermiers locaux de faire l'expérience avec eux. Et donc, ils ont fait vraiment une expérience rigoureuse en mettant plus ou moins de pesticides. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en réalité, la quantité d'insecticides ou d'herbicides n'avait aucun effet du tout sur la production. Donc en fait, c'est complètement inutile. Et que par contre, comme ça coûte de l'argent, eh bien, la rentabilité diminue. C'est quand même assez extraordinaire. Hein, une étude économique intéressante. Par contre, si on regarde l'effet de la quantité de pollinisateurs ou d'ennemis naturels, on voit que bon, pour les ennemis naturels, il n'y a pas d'effet sur la marge bénéficiaire, mais par contre, la diversité des pollinisateurs a un impact bénéfique sur le revenu des agriculteurs. Alors, c'est quand même assez intéressant. Ce sont des collègues de l'INRA qui se sont fait absolument démolir par d'autres collègues de l'INRA, mais ça montre quand même que, voilà, il y a parfois des questions à se poser. On dit toujours, voilà, c'est l'écologie contre l'économie, mais en fait, on n'a même pas été voir si c'est vraiment économique ce qu'on fait pour le moment. Alors, encore un dernier exemple, après on va élargir un peu le débat, mais un dernier exemple qui est très intéressant, qui n'est pas généralisable à toutes les maladies, mais ce qui est intéressant, c'est que ça touche l'homme directement par le biais de la santé. Et donc, c'est un exemple où la diversité des hôtes intermédiaires, en particulier des animaux qu'on aime plus ou moins bien, voilà, c'est aux États-Unis, là, en l'occurrence, et leur effet sur la transmission de la maladie de Lyme. Donc, vous savez que la maladie de Lyme, c'est quelque chose qui se répand très rapidement, y compris en Europe. Enfin, moi, je l'ai attrapé il y a 2 ans, donc je sais de quoi je parle. C'est très difficile à s'en débarrasser une fois que c'est établi. Par contre, si on s'y prend suffisamment tôt, ça va, ce qui est mon cas, heureusement. Mais ça se développe très rapidement un peu partout. Et donc, il y a des scientifiques américains, ça a commencé aux États-Unis avant de migrer en Europe. Et donc, aux États-Unis, ça s'est étudié depuis plus longtemps. Et en fait, il y a des scientifiques, certains de mes collègues aux États-Unis, qui se sont amusés. Au départ, c'était vraiment ça, en fait. Ils n'attendaient rien de spécial. Et ils ont fait des régressions, tout simplement, du nombre de cas de maladie de Lyme chez l'homme en fonction de la diversité. Parce qu'ils se sont dit, bon, ben, on a des données sur la diversité des plantes et tout ça, ça montre que ça a un impact. Pourquoi pas essayer? Donc, ils ont vraiment essayé comme ça de voir ce qui allait se passer. Et ils ont été absolument bluffés de voir qu'il y avait des relations très hautement significatives entre les deux. C'est-à-dire que plus on avait d'animaux différents
dans un état, là c'est par étapes, mais ils ont fait des choses à petite échelle aussi. Et moins on a de cas de maladie de Lyme. Alors au début, ils se sont dit, bon, il doit y avoir des facteurs qui expliquent ça autrement, donc ils ont remis ça dans tous les sens, et pour finir, ils ont compris ce qui se passe, c'est réellement un effet de diversité. Ce qui se passe, c'est que, mais indirect, c'est-à-dire, en fait, quand vous diminuez la diversité, vous terminez toujours avec les mêmes espèces. En fait, les espèces en question, c'est notamment la souris et puis le chevreuil américain. Hein. Donc, ils sont assez souvent associés à l'homme. Ils n'ont pas très peur de l'homme. Enfin, la souris, même, elle aime bien l'homme, hein, pour des raisons évidentes. Et il se fait que ces espèces qui sont les plus directement associées à l'homme sont les meilleurs vecteurs de la maladie. C'est peut-être pas par hasard non plus, puisque justement, ils ont eu l'habitude d'être associés à l'homme. En tout cas, il se fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, en fait, quand on diminue la diversité, ben, on a plus de souris relativement au total ici. Et donc, en fait, les tiques qui transmettent la maladie, en fait, les tiques sont assez indifférenciées. C'est-à-dire, elles vont piquer l'homme, elles vont piquer les souris, elles vont piquer les ratons laveurs, elles vont piquer un peu n'importe quoi. Donc, en fait, quand on diminue la diversité, ce qui se passe, c'est que les tiques vont toutes parasiter ces mêmes espèces qui sont associées à l'homme. Et du coup, il n'y a plus cette dilution dans une masse d'espèces qui tend à faire diminuer la prévalence de la maladie. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, ça, c'est un effet inattendu, quelque part, de la diversité. Bon, là, en l'occurrence, c'est un effet bénéfique. Je vous montre surtout les effets bénéfiques. Il y a aussi parfois des effets néfastes. Hein. Par exemple, les nouvelles maladies émergentes, en général, elles proviennent de contacts avec la faune sauvage. Et c'est pour le cas encore avec l'épidémie en Chine pour le moment. Donc, il n'y a pas que toujours des effets bénéfiques. Mais simplement, enfin, moi, je vous montre cela parce qu'il semble très largement dominant quand on regarde la globalité des choses, alors que jusqu'ici, on a plutôt l'impression que la nature, c'est quelque chose de hostile et dont il fallait se méfier. Alors, on a fait récemment une analyse de l'ensemble des publications qui ont étudié l'effet de la diversité sur le fonctionnement des écosystèmes et sur ces fameux services écologiques. Et bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais chaque fois qu'il y a une flèche verte, là, ça c'est ce qui est prédit et ça ce qui est attendu, disons, et ça ce qui est observé dans les expériences. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que pour toute une gamme de services écologiques, et notamment tout ce qui est lié à la production, que ce soit dans les pêcheries ou le bois ou le fourrage ou l'agriculture, là on a des effets assez systématiques positifs de la diversité. C'est un peu ce que je vous ai montré précédemment, mais c'est généralisé à des milliers d'études. On a aussi un effet assez systématiquement positif pour tout ce qui est contrôle biologique. Pour la pollinisation, à l'époque, ben, il n'y avait pas les dernières données que je vous ai montrées, donc c'était moins clair, mais maintenant on a de plus en plus de données qui montrent. Alors, il y a d'autres choses pour la qualité de l'eau, la qualité du sol. Bon, la qualité du sol, là, il y a plus de preuves. Pour l'eau, c'est moins évident. Pour le climat aussi. Mais ça, c'est surtout parce qu'il manque des données en réalité. Mais chaque fois qu'on creuse suffisamment, on se rend compte que la biodiversité a toute une série d'impacts positifs indirects sur l'homme. Alors, pour vous en donner encore un exemple, mais là, en termes moins quantitatifs, mais plus qualitatifs, d'impact possible sur les sociétés. Bon, on ne voit pas super bien là, probablement de loin, vous ne voyez pas ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous savez ce que font ces personnes. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est des gens qui pollinisent toutes leurs fleurs à la main. Donc, ce sont des vergers dans l'Himalaya, dans une zone, donc c'est dans la haute montagne, là, où en fait il y a assez peu de pollinisateurs naturels. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu introduire l'abeille domestique, qui est présente partout dans le monde maintenant, pour améliorer le rendement. Et en fait, l'impact indirect de ça, ça a été la disparition des espèces locales.
Et en fait, l'abeille domestique, ça marche bien un certain temps, puis après, elle ne supporte pas le climat là-bas. Et donc, en fait, les espèces d'origine ont disparu, et puis l'abeille ne tenait pas le coup, et donc finalement, ils ont dû faire ça à la main. Donc, alors, je ne sais pas si vous imaginez, on n'en est pas là, mais ce n'est pas du tout impensable dans l'avenir. Si on n'a plus les abeilles domestiques, par exemple, on pourrait faire ça à la main, chaque fleur. Enfin, vous imaginez le genre de travail que ça représente en termes de coût économique et social, c'est assez considérable. Hein. Voilà, alors ça m'amène à la dernière partie de mon exposé, c'est, je me détache de plus en plus de la science fondamentale, et puis enfin c'est toujours de la science, mais je prends du recul par rapport à mon sujet, et je pose une question beaucoup plus large, c'est est-ce que notre relation avec la biodiversité actuelle est durable? Parce qu'on parle beaucoup de durabilité et de développement durable. Mais est-ce qu'on peut quantifier tout ça? Et est-ce qu'on peut regarder à un peu plus long terme que les 10 ans à venir ou les 20 ans à venir? Et en fait, quand on a commencé à s'intéresser à cette question, on s'aperçoit, je suis désolé, on ne voit pas très bien les couleurs. En fait, on s'est aperçu qu'on avait pas mal de données pour montrer que l'homme a un impact sur la biodiversité, c'est cette partie-ci. Donc, on a les facteurs qui changent la biodiversité, par exemple, comme la destruction d'habitat, le changement climatique, etc., qui sont impactés, enfin, qui sont déterminés évidemment par les sociétés. On connaît bien leurs effets sur la biodiversité, globalement. Maintenant, on a pas mal de données sur les effets de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes et indirectement sur les services. Mais du coup, c'est assez logique quand même de se poser la question, mais ok, qu'est-ce que ça va avoir comme effet en retour sur les sociétés, etc. Comment ça peut continuer à se développer à plus long terme. Alors, c'est pas évident de se poser ce genre de questions, et ça requiert de nouveau de l'approche théorique, en particulier de modélisation, parce que quand on a un système complexe comme ça, il y a des tas de trucs qui peuvent se passer dans tous les sens. Donc, il faut faire des hypothèses simplificatrices et puis formaliser ça dans des modèles mathématiques. C'est ce qu'on a commencé à faire. Alors, je ne vous explique pas le détail du modèle, mais quand même, attirer votre attention sur le fait qu'on sort un peu des sciences naturelles, là, en fait, on a ce cycle, mais sous une forme particulière. D'abord, c'est des systèmes terrestres. On ne considère pas les systèmes marins. On a donc une population humaine qui se développe plus ou moins, qui a plus ou moins d'activités, donc il fait de l'agriculture, de l'industrie, il y a de la technologie, il y a le marché, etc. Donc en fait, ça c'est la partie sociale, tout ça. Cette population, en fait, a, par le biais du marché, a plus ou moins d'incitants à convertir des habitats naturels. Donc on détruit les habitats naturels pour en faire de l'agriculture. Évidemment, à court terme, ça fournit plus de produits agricoles qui, en retour, peuvent avoir un impact positif sur la population humaine qui peut se développer d'autant plus. Mais ça a d'autres types d'impact. Donc, ça a un impact sur la biodiversité qui, oui, bien sûr, tout ça a un effet direct sur l'agriculture ici, mais la biodiversité aussi a un impact à long terme sur l'agriculture. Parce que, comme on vient de le voir, on supprime les pollinisateurs, on supprime les organismes qui contrôlent ce qu'on appelle les pestes, enfin, ce qui nous embête. En réalité, c'est pas plus peste qu'autre chose, mais. Et donc, indirectement, ça peut avoir un impact sur la société humaine par le biais d'une production moindre. C'est-à-dire qu'on a plus de production parce qu'on convertit, parce qu'on a plus de surface agricole, mais en même temps, on a moins de production parce qu'on détruit la biodiversité. Et donc, forcément, tout ça n'est pas linéaire, c'est pas simple, d'où l'idée du modèle. Donc, notre idée, c'est de voir, à long terme, qu'est-ce qui peut se passer dans cette relation entre l'homme et les systèmes naturels, la biodiversité ici? Et en fait, là, la question particulière qui était posée dans cette étude, c'était par rapport à la dette d'extinction. C'est-à-dire,
Alors, la dette d'extinction, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé jusqu'ici. C'est le fait que, prenons la destruction d'habitats, parce que c'est facile à comprendre, on détruit les habitats. Par exemple, là, on détruit la forêt tropicale. Bon, si on détruit une petite partie de la forêt tropicale, ou même une partie assez significative, en fait, les espèces ne disparaissent pas immédiatement. Hein. Les espèces, elles vont migrer vers les zones plus favorables. Donc, avant qu'il y ait des extinctions, en fait, ça va prendre pas mal de temps. Au bout du compte, on peut être statistiquement sûr qu'il y a grosso modo, autant d'espèces qui vont disparaître, des milliers ou plus, mais ça va prendre beaucoup de temps. Pour qu'une espèce disparaisse, il faut que tous les individus de cette espèce aient disparu. Ce qui, vous imaginez, prend pas mal de temps. Donc, c'est ça qu'on appelle la dette d'extinction. On détruit un habitat aujourd'hui, et en fait, les effets en termes d'extinction d'espèces ne vont être vus que dans 50, 100 ans, 200 ans. Okay. C'est ça l'ordre de grandeur. Il y a à peu près 100 ans de, grosso modo, de décalage. Sauf si on détruit tout d'un coup, évidemment, à ce moment-là, il ne reste plus rien. Mais c'est rare que ça se passe aussi simplement. Donc, notre question est tout simplement de voir, bon, ok, on a cette interaction entre l'homme et la nature, ben, qu'est-ce que ça peut donner à long terme en prenant en compte le fait qu'il y a un certain temps de délai. Donc, on reçoit les impacts négatifs, tout ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand, donc ici, il n'y a quasiment pas de dette d'extinction, donc tout se fait instantanément. Là, il y a une dette d'extinction qui est un peu plus, disons, cohérente avec les données qu'on connaît aujourd'hui, et puis là aussi un peu plus importante encore. Et ce qu'on voit, c'est que ça joue un rôle vraiment très important. C'est-à-dire que si on n'a pratiquement pas de dette d'extinction, ben, ce qui se passe, c'est que la population humaine, au bout d'un moment, elle se stabilise à un niveau qui est compatible avec les exigences du milieu naturel. Si on a une dette d'extinction plus importante, plus réaliste, ben, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, la population humaine, elle surexploite ses ressources, ça marche très bien, elle surexploite ses ressources, donc elle passe au-delà de l'équilibre, jusqu'au moment où le feedback, la rétroaction du milieu naturel, de la biodiversité se font sentir, et ça peut prendre une centaine d'années, et à ce moment-là, il y a un crash. Jusqu'au point où, si la dette d'extinction est trop importante, on a carrément une disparition complète du système. Donc, tout s'effondre brutalement. C'est quand même un nombre d'années assez conséquent, mais voilà, la tendance est inévitable, devient inévitable. Donc, la question est quand même importante à se poser, c'est-à-dire où on en est dans ce genre de trajectoire. La conclusion, là, c'est qu'à elle seule, ce délai dans l'extinction des espèces suffit à engendrer des crises écologiques très sévères, y compris jusqu'à l'effondrement de la population humaine, mais bon, ça ne prouve absolument pas que c'est ça qui est réaliste pour le moment. Donc, à partir de là, on a voulu faire des modèles avec un peu moins d'économie, parce que l'économie, en fait, c'est très contraignant pour ceux qui sont économistes. L'économie standard a des hypothèses très rigoureuses sur comment fonctionne le marché, comment les hommes se comportent, etc. On a voulu être un peu plus relax par rapport à ça et pouvoir faire des changements de politique en termes de comportement humain. Et donc, on a fait un modèle un peu plus écologique, mais plus détaillé. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais c'est le même genre de principe. On a une population humaine qui tend à convertir. Il y a des habitats naturels, des habitats agricoles, et puis implicitement, il y a des habitats aussi dégradés ou utilisés pour les fils, par exemple, donc ils ne produisent plus. Et donc, on a toute une série de feedback possibles, de rétroactions possibles dans le système qu'on a cherché à quantifier de la façon la plus précautionneuse possible. Évidemment, il y a plein d'incertitudes, mais quand même, ça nous permet de prendre en compte la conservation, la restauration des habitats naturels, l'effet de l'offre et de la demande, mais de façon indirecte par le biais des phénomènes écologiques. Quand on fait ça, et qu'on cale le modèle par rapport aux données actuelles, donc on a essentiellement là-dedans 4 variables. On a la population humaine, qui est la courbe en bleu.
On a le nombre de milliards d'hectares d'habitat naturel, c'est cette courbe-là. On a les habitats agricoles et puis les habitats dits dégradés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas productifs. On voit qu'en fait, nos modèles représentent très bien l'évolution actuelle des choses. Et donc, bon, vous savez, il ne faut pas être trop impressionné non plus parce qu'il suffit d'ajuster le modèle suffisamment, enfin c'est un modèle suffisamment complexe, donc ce n'est pas si étonnant que ça. Et on ne prétend pas que tout ce qu'on prédit pour les années à venir va se réaliser. C'est plus, on conçoit comme un outil d'exploration. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est à l'aide de ce modèle qui marche bien, qui prédit exactement ce qui se passe pour le moment, on voulait voir si on change de politique ou de comportement, est-ce que ça peut avoir un impact ou non. Parce qu'à la limite, on peut réellement se poser la question si ça a un effet quelconque. Voilà, alors là, ça vous montre le type de résultat qu'on a. Quand on fait varier, donc ça c'est par exemple la gamme de variabilité de la population humaine. On ne voit même pas jusqu'où ça va, je crois que c'est la courbe du bas là, ça marche très bien. Donc on a toute une gamme de variabilité possible si on change une chose qui est, on fait varier une mesure qu'on appelait proactive, c'est-à-dire le taux de dégradation des terres naturelles causé par l'homme. Alors, on a fait une distinction entre le proactif et le réactif. Proactif, ça veut dire on a une politique, on le fait activement, et puis ça a des conséquences. Et réactif, c'est on voit les conséquences, on réagit, par exemple en faisant de la conservation ou de la restauration des habitats. Donc ça vient après. Donc proactif, ça peut être négatif ou positif. Hein. Pour le moment, on est très proactif pour détruire. Hein. On est très destructif, proactif. Mais on pourrait changer de comportement et se dire, voilà, on va commencer à conserver. D'accord? Donc la conservation, ce serait proactif, tandis que la restauration, ça vient après coup, donc c'est réactif. Okay. On a commencé à explorer, c'est quoi les impacts de changer notre comportement, de prendre des mesures collectives sur la population humaine et les habitats naturels. Et vous voyez que la courbe du haut, c'est toujours la population humaine. Vous voyez que les différents scénarios mènent à des nombres de milliards d'hommes qui sont très différents. Et en particulier, ce scénario, le dernier scénario ici, donc je vous rappelle que c'est calé sur des données réelles, tout ça, enfin bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, le terme de modèle, mais c'est quand même calé sur la situation actuelle au départ. On voit que si on a à la fois des mesures si on a des mesures proactives négatives, c'est-à-dire essentiellement ce qui se passe aujourd'hui, on continue à détruire. On a beau faire de la restauration après coup, ça ne suffit pas pour sauver la situation. Donc on voit que tout va s'effondrer à terme. Et ça, c'est parce que de nouveau, il y a un délai, etc. Enfin, ça ne permet pas de compenser les effets négatifs qui ont déjà été créés. Alors que si on a des mesures au départ, une attitude proactive, là, on a plus de marge de manœuvre. Mais si on continue à détruire, comme maintenant, en fait, on n'a pas de marge de manœuvre. Ça ne sert à rien de restaurer pratiquement. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est changer notre comportement dès maintenant. Oups. Donc, la conclusion, c'est que modifier notre relation à la nature peut avoir un impact, mais des seules mesures réactives ne suffisent pas à assurer la durabilité. Alors, on a été un peu plus loin. Bon, alors là, ça devient un peu plus. Le modèle devient un peu plus compliqué, mais c'est quand même très intéressant de se rendre compte, et malheureusement pas très optimiste, de voir que les phénomènes sociaux jouent un rôle très très important dans tout ce qu'on peut prédire. Et en particulier, les inégalités sociales, on ne s'attendait pas à ça au départ, parce qu'on n'est pas du tout sociologue, on est écologue. On a voulu spatialiser notre modèle et on a représenté deux régions, une région développée et une région dite en développement, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Bref, il y a une région plus pauvre et une région plus riche, et voir l'impact que ça peut avoir à long terme. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que donc ça, c'est si on avait une seule région dans le monde, si tout le monde était égal, grosso modo,
moins qu'il n'y ait pas d'inégalité entre régions, hein, parce qu'il peut y avoir des inégalités à l'intérieur de chaque région. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, déjà, les pronostics ne sont pas terribles en termes de... Donc, le nombre de petits bonshommes, c'est la taille de la population. Le N, là, le vert, c'est le nombre d'habitats naturels. On voit que déjà, bon, ça va diminuer, hein, les deux vont diminuer. Mais en fait, le bleu, ça veut dire que le bien-être est quand même, par individu, est très élevé. Mais si on a deux régions, comme aujourd'hui, plus que deux, mais on a quand même une division assez nette entre pays dits développés et dits sous-développés ou en développement. Vous voyez qu'à long terme, à court terme, ça ne change pas de façon dramatique, mais à long terme, en fait, on aboutit carrément à la destruction complète de la nature et à des situations où c'est carrément rouge ou noir, c'est-à-dire que le bien-être humain devient vraiment lamentable. C'est la pauvreté pour tout le monde. Et donc, vous voyez que, et ça, c'est basé sur les mêmes paramètres que le modèle global à une seule région. Les seules inégalités, en fait, induisent une destruction de la nature et un développement de la population humaine et éventuellement des situations de famine à cause de toutes les rétroactions dans le système, c'est-à-dire en particulier, on fait intervenir des migrations quand la situation devient trop intolérable pendant longtemps. En fait, les gens commencent à migrer et à aller dans les zones les plus favorables qui se développent à leur tour, et donc du coup, en fait, il y a des rétroactions qui se font qui font qu'on contrôle en fait beaucoup moins la situation que ce qu'on pourrait penser dans un monde uniforme. Donc, à la question, est-ce qu'on peut éviter l'effondrement de la biodiversité de la société? Je répondrai pour le moment qu'un effondrement est quand même assez probable, même très probable. Désolé de devoir vous dire ça, mais la plupart des scénarios le prédisent. Hein. C'est très rare qu'on ne trouve pas ça dans nos scénarios. Donc c'est très probable. Ceci dit, ça peut prendre des formes très différentes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des tas de scénarios possibles. Des politiques proactives de conservation ou de restauration des écosystèmes naturels ou semi-naturels peuvent fortement contribuer à préserver la biodiversité et le bien-être des populations humaines à court terme. Par contre, à plus long terme, ce que nos modèles semblent suggérer, c'est que ce sont surtout des phénomènes sociaux, et en particulier le problème de l'inégalité de l'accès aux ressources et aux technologies qui semble être le facteur le plus important. Et donc, quelque part, on en revient à des problèmes de choix de société. Donc, pour nous qui sommes écologues et nous battons depuis longtemps pour la conservation de la nature, etc., on voit qu'on ne peut pas s'extraire des problèmes de société, n'est-ce pas, pour ceux qui en doutaient. Et donc, bon, je voudrais conclure par quelques réflexions personnelles, parce que là, ça sort de mon domaine de compétence. Je ne vous le cache pas. Mais en tant que citoyen et en tant qu'être humain, voilà, comme tout un chacun, je ne peux pas m'empêcher de me poser ces questions qui sortent de mon domaine de compétence. Je crois qu'on ne s'en sortira pas si on ne développe pas une nouvelle relation entre l'homme et la nature, et entre l'homme et l'homme aussi. On a vu les inégalités, c'est lié. D'abord, il faut se rendre compte que la crise écologique dans laquelle nous sommes entrés, elle est quand même ancrée dans quelque chose qui est au cœur de notre civilisation, qui est la séparation entre l'homme et la nature. Et malheureusement, si on reste là-dedans, on ne s'en sortira jamais. Je pense. Depuis Descartes, hein, on sait bien que l'homme est le seul sujet pensant, etc. Je crois malheureusement que si on ne remet pas ça en question, on va continuer à jusque dans le mur. Donc en fait, à la fois la religion chrétienne, et enfin d'autres religions d'ailleurs, et la philosophie moderne d'ailleurs nous disent la même chose, hein, que quelque part la mission de l'homme c'est de dominer et transformer la nature. Et que c'est seulement récemment qu'on commence à se poser la question de voir est-ce qu'il ne faudrait pas faire autre chose. Et moi, le constat que je fais, là ça rentre de nouveau dans mon domaine de compétences. Ce que je constate en tant que scientifique, c'est que c'est un postulat métaphysique qui n'a aucun fondement scientifique. C'est ça qui est marrant, c'est que
ce postulat philosophique a déterminé toute la science moderne, mais la science moderne, en retour, vous montre que ça tient absolument pas debout. Donc, vous pouvez prendre, alors là, on peut discuter pendant des heures si vous voulez, j'ai plein d'exemples, que ce soit en biologie évolutive, dans les sciences cognitives, en anthropologie, clairement, aujourd'hui, les scientifiques vous diront que tout ça, ça n'a aucun sens. Donc, c'est quand même un problème, parce qu'en fait, on est toujours sur ces bases philosophiques, quelque part. Donc, pour moi, si on veut surmonter la crise économique globale, écologique globale, pour moi, il faut toute une série de conditions et qui sont pas si faciles à faire, mais bon, moi, c'est comme ça que je fais. Pour moi, il faut une nouvelle philosophie qui remette l'homme à sa place véritable, c'est-à-dire dans la nature et pas en dehors. Ça, c'est la base. Les implications économiques, c'est qu'on ne peut pas continuer à croître indéfiniment. Enfin, là, je suis désolé, mais c'est un truc élémentaire. Je ne comprends toujours pas comment les économistes n'ont pas compris, mais bon, voilà. Il faut accepter les limites de l'entreprise humaine, quelque part. Je crois aussi que là, il y a pas assez de monde qui réfléchit sur les implications de tout ça. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion profonde sur ce que c'est la nature humaine et nos besoins humains fondamentaux. Parce que là, on a l'impression que tout ce qu'on a, là, y compris mon iPhone, là, c'est indispensable, mais c'est faux. Enfin, bon, ça, c'est évident qu'on n'en a pas. Que ça, c'est une stratégie pour satisfaire d'autres besoins plus fondamentaux. Si on allait regarder vraiment ce dont on a vraiment besoin, on verrait que c'est un petit nombre de choses en réalité. Hein, et que ça ne demande pas tout ce qu'on produit actuellement. Enfin, pour moi, ça c'est assez évident. Et puis finalement, pour moi, ce qui est nécessaire, c'est une unification de nos différents modes de connaissance, parce qu'en continuant à laisser notre esprit aller dans un sens et notre corps ne pas l'écouter, ben, on se coupe complètement de nos besoins réels, justement. Donc, alors ça va peut-être à l'encontre de mon entreprise scientifique, hein, qui est hautement intellectuelle, mais j'en suis vraiment convaincu en tant qu'être humain. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, bon, il y a plein de bouquins, hein, alors là c'est les miens, donc il y en a plein. Non, mais comme bon, vous avez fait cette présentation, donc si ça vous intéresse, j'ai écrit un bouquin en anglais qui reprend un peu tout ce dont j'ai parlé, de façon un peu scientifique mais vulgarisée. Et puis il y a un bouquin en français qui est paru il y a quelques années sous forme de débat. En fait, c'est un débat entre 4 personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord. Donc, l'université vers une 6e extinction de masse. Donc, ça se lit très facilement parce que comme c'est un débat, chacun exprime ses idées. Et puis, voilà. C'est surtout sur la fin qu'on diverge. Sur le début, malheureusement, tout le monde est d'accord. Hein.